RTS. Eh bien, mesdames et messieurs, l'instant solennel approche. Dans quelques minutes, l'ultime explosion reliera définitivement l'Italie et la Suisse par la route. Nous allons laisser le silence. Allô, ici Deneria. Nous laissons le silence, nous attendons le top. Vous m'entendez? Demandez qui, Allô, Deneria? ici le top, Deneria. Oui, qui demandez-vous? J'aimerais vous prévenir que le top a été donné, mais il y a un tel brouhaha autour de nous, il y a tellement de gens qui ont franchi les barrières. Allô? Le top est donné, attention. Allô, ici, nous nous mettons par terre, nous nous bouchons les oreilles. Encore 2 minutes, me fait-on signe maintenant. 2 minutes. Alors, 2 minutes. Les techniciens de la télévision se sont mis par terre du côté italien. Tout le monde s'abrite derrière les parois, car évidemment, on ne sait pas jusqu'où va porter le souffle. Alors écoutez, nous attendons évidemment avec beaucoup de suspense, car nous ne voyons rien. Et nous serons comme les auditeurs de Radio Lausanne, nous profiterons du top en même temps. J'espère que nous nous retrouverons après. Le Grand Saint-Bernard est un symbole de haute montagne qui cristallise les sentiments les plus divergents. La peur et le danger des sommets, puisqu'il culmine à 2473 mètres d'altitude, mais aussi le calme et la sérénité, du fait des chanoines qui vivent dans l'hospice tout là-haut et offrent leur hospitalité à qui veut. Le 3e plus haut col routier de Suisse est aussi connu pour être impraticable une grande partie de l'année à cause de la neige. Alors qu'au début du XXe siècle, l'État du Valais délivre une concession pour le percement d'un tunnel routier long de 5,85 km et ouvert toute l'année, c'est un véritable événement international. La Suisse et l'Italie veulent ainsi réaliser un rêve vieux de plusieurs générations, franchir les Alpes à n'importe quelle saison sans quitter sa voiture. Quand vient alors, le 5 avril 1962, le moment du dernier percement de ce tunnel, la radio suisse romande fait vivre depuis le terrain ce moment historique lors d'une émission que nous allons retrouver tout au long de ce nouvel épisode de 1001 Archives qui vous plonge en immersion dans les Alpes, au cœur de la roche. Il n'est pas besoin de souligner, je pense, qu'il s'agit là d'un événement historique qui influencera non seulement les rapports entre la Suisse et l'Italie, mais encore ceux des pays qui nous entourent. C'est en fonction même de cette date capitale que nous vous présentons l'émission de ce soir. Si nous commençons ce reportage plus d'une demi-heure avant le dynamitage du dernier obstacle du tunnel, c'est pour tenter d'évoquer l'histoire étonnante de ce col qui a nom Grand Saint-Bernard. Afin de comprendre le poids historique du percement de ce tunnel, il faut connaître l'histoire et les mythes qui entourent le col du Grand Saint-Bernard. Liaison entre l'Italie et le nord-ouest de l'Europe, le Grand Saint-Bernard est fréquenté depuis au moins 5 millénaires. Son histoire se perd dans la nuit des temps et les figures célèbres qui l'ont ou l'auraient emprunté ont contribué à forger sa légende. Il n'a pas toujours porté ce nom. On l'a précédemment appelé Montjoux, du latin Mont Jovis, donc Mont Jupiter. C'est l'un des passages les plus difficiles qui a été utilisé historiquement pour traverser les Alpes. On a longtemps raconté que le général carthaginois Hannibal avait emprunté ce col en 218 avant Jésus-Christ avec son armée de 30 000 hommes et ses 37 éléphants. Pourtant, l'itinéraire de cette traversée des Alpes direction l'Italie a divisé les spécialistes. L'émission spéciale d'avril 1962 confronte les arguments de 2 historiens sur le sujet. On peut penser que les difficultés rencontrées par Hannibal ont été dans le Grand Saint-Bernard parce qu'il parle, entre autres, d'une altitude assez élevée et d'un assez long passage, alors que les passages par le Petit Saint-Bernard ou par le Mont-Cenis sont notablement plus courts. Cet autre spécialiste n'est pas de l'avis de son confrère. Les éléphants d'Hannibal au Saint-Bernard, jamais de la vie. D'ailleurs, ce n'est pas là qu'on en a retrouvé des restes, mais au col de Cabre, situé sur la frontière des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes, passage à partir duquel il n'est pas difficile de prolonger la route d'Hannibal vers la frontière italienne par la remontée du cours de la Durance. Les spécialistes sont aujourd'hui d'accord avec le dernier historien interrogé dans cette archive. Vraisemblablement, le général carthaginois a traversé les Alpes avec ses éléphants plus au sud. Cette légende d'Hannibal passant par le Saint-Bernard remonterait à plus de 2000 ans et serait due à une fausse étymologie. Une confusion entre les termes Pénine
le Saint-Bernard se situant dans les Alpes dites Pennines, et punique, voulant dire carthaginois. Une confusion qui a perduré, bien que cette erreur ait été corrigée par des historiens comme Tite-Live. En revanche, il est admis que Charlemagne est, lui, bien passé par le Grand Saint-Bernard en 801. La voie du col constitue alors l'une des principales voies de communication entre le nord de l'Europe et la Méditerranée. Elle fait partie de la Via Francigena, une importante route de pèlerinage médiévale, à l'instar du chemin de Compostelle. Elle est fréquentée non seulement par des marchands, des voyageurs, des armées, mais aussi par des pèlerins toujours plus nombreux à se rendre à Rome. Napoléon aussi a traversé ce col avec son armée le 20 mai 1800 pour attaquer à revers les troupes autrichiennes dans la plaine du Pô. Fortes de plus de 30 000 hommes, les troupes causent d'innombrables dégâts, réquisitionnant bêtes de somme et vivres. En 1962, un enfant de Bourg-Saint-Pierre, lieu de bivouac pour Napoléon et ses troupes, raconte à un journaliste de la RSR ce qu'il sait du passage mouvementé des soldats français. Ils abattirent des arbres, des tas d'arbres, et les creusèrent en forme de traîneau pour tirer les affûts de canon jusqu'au col. Notre commune avait envoyé la facture à Napoléon qui coûtait près de 45 000 francs, mais... Elle n'a pas été payée. Oui, et la France a d'autres soucis sans s'occuper à la dette de Napoléon Bonaparte. Comment est-ce qu'ils ont fait pour piller? Ils ont enfoncé les portes avec des haches et ils ont volé les provisions. Et que faisaient les habitants de Bourg-Saint-Pierre pendant ce temps? Ils aidaient à tirer à l'armée et il ne restait plus que les femmes et les enfants à la maison. Pour l'anecdote, Napoléon était conscient de laisser une grande dette à la commune de Bourg-Saint-Pierre, qui ne recevra pour toute indemnisation qu'un médaillon représentant Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard, offert bien plus tard par François Mitterrand en 1984. Le passage de Napoléon n'a pas été marquant uniquement pour la population locale. Il contribue aussi à la légende de Bonaparte, car, comme l'écrira Victor Hugo, au Saint-Bernard, c'était Bonaparte se transfigurant en Napoléon. Au XIXe siècle, l'essor du rail a contribué à rendre le passage au col du Grand Saint-Bernard quasi obsolète. En effet, le percement des tunnels ferroviaires du Fréjus et du Simplon permet de se rendre en Italie et d'y transporter des marchandises plus facilement. L'idée de percer un tunnel sous le col du Grand Saint-Bernard remonte à 1863. Il s'agissait alors de relier Martigny à Aoste par le rail. Une concession est délivrée par l'État du Valais le 3 février 1938 pour le percement d'un tunnel routier ouvert toute l'année. De farouches oppositions de la part des autorités militaires fédérales, des partisans du tunnel du Simplon, des CFF, puis des promoteurs du percement du tunnel du Mont-Blanc retardent la réalisation du projet. Chacun défendant ses propres intérêts, surtout économiques. Ce n'est qu'en 1958 que la Société du tunnel du Grand Saint-Bernard est constituée et que l'Italie et la Suisse signent une convention ouvrant la voie à la réalisation de l'ouvrage. Cette société aura comme mission de gérer, sous concession de l'État du Valais, la moitié nord du tunnel. Les principaux actionnaires sont les cantons de Vaud et du Valais, ainsi que la ville de Lausanne. Le tunnel se fera donc grâce à des fonds publics, mais sans l'aide de la Confédération. À la même période, la construction du tunnel du Mont-Blanc est signée. La simultanéité des chantiers, leur proximité géographique et l'importance économique qu'un tel édifice peut avoir pour une région poussent la presse à s'interroger sur une potentielle guerre des tunnels. En 1963, il ressort d'une émission de radio présentée par Paul Daniel que ces tunnels ne devraient pas vraiment se concurrencer. Je vais reprendre ici le titre que l'un de mes collègues de la presse écrite donnait il y a quelques semaines à un article qu'il consacrait au problème qui nous préoccupe ce soir. La guerre des tunnels n'aura pas lieu. Les tunnels, ce sont bien sûr ceux du Mont-Blanc et du Grand Saint-Bernard, dont la construction simultanée amène tout naturellement à un parallèle, à des comparaisons. La question essentielle qui se pose est:
ces deux itinéraires routiers qui viennent d'être excavés à travers les Alpes, ces deux tunnels si proches, vont-ils se faire concurrence? Vont-ils défavoriser une région touristique par rapport à une autre? Ou au contraire, vont-ils pouvoir se compléter en donnant un nouveau grand carrefour au trafic européen? Dans la même émission, M. Marcel Nicole, président de l'Association des intérêts de Genève, explique l'argument principal à la complémentarité des deux tunnels. J'ai récemment consulté des statistiques françaises et j'ai pu voir par exemple que le 53% des Français qui se rendent à l'étranger emploient des véhicules à moteur. C'est dire que pour absorber tout ce trafic, il est indispensable d'avoir non pas une seule traversée, surtout si l'on tient compte des régions qui sont desservies par ces deux tunnels, mais c'est deux traversées qui se complètent très heureusement. Oui, d'ailleurs, on pourrait même faire allusion ici à l'autoroute Genève-Lausanne et à la route suisse. Exactement, puisque les autorités vaudoises ont élargi surtout le tronçon Lausanne-Genève, l'ancienne route suisse, comme nous l'appelons à Genève, en même temps qu'elle construisait l'autoroute que nous souhaitons tous voir se terminer bientôt. Le développement du parc automobile européen et mondial apaise donc les inquiétudes potentielles des différents exploitants des tunnels. D'ailleurs, entre 1946 et 1952, les estimations d'utilisateurs du tunnel du Mont-Blanc en prévision pour 1963, basées sur l'évolution du nombre de voitures en Europe occidentale, a quadruplé, comme le rappelle un intervenant durant le débat. Notons aussi que pour les régions où se trouvera le tunnel, ce dernier a une grande importance sur un plan économique et touristique. Le conseiller d'État valaisan présent dans les studios rappelle les buts premiers de la construction du tunnel pour le canton. Oui, monsieur le conseiller. Le Valais ne va pas rester en reste sur ce plan, demeurer en reste sur ce plan, puisque nous également, nous sommes une vallée extrêmement longue et entièrement fermée, n'ayant en hiver qu'une seule ouverture sur le sud par la voie ferrée du Simplon. Il importait beaucoup que nous puissions donner un peu plus d'air à notre canton. Et ces deux fenêtres, nous les voyons particulièrement dans le Saint-Bernard du côté sud et, comme le disait tout à l'heure M. Ernet, dans le Raville du côté nord. En ouvrant ces deux fenêtres, le Valais sortira considérablement de l'isolement partiel dans lequel il se trouvait. Au-delà de l'aspect touristique, ces deux nouvelles voies doivent permettre d'ouvrir davantage l'ensemble de la Suisse au reste du monde. Ce n'est pas pour rien que le canton de Vaud a été un participant important dans le financement du tunnel du Grand Saint-Bernard et que Genève s'implique dans celui du Mont-Blanc. Toutes ces régions misent sur le fait que la Suisse puisse devenir un point stratégique important à l'intérieur de l'Europe sur l'axe nord-sud. Au printemps 1958, les travaux de construction du tunnel du Grand Saint-Bernard démarrent du côté italien, avant de débuter en Suisse quelques mois plus tard. En 1960, le journaliste Paul Daniel présente ce chantier pour l'émission « Le monde est sur l'antenne ». Le tunnel du Grand Saint-Bernard, aujourd'hui, un chantier à 1915 mètres d'altitude, un chantier à 8 km de Bourg-Saint-Pierre, 8 km par une route longeant le ravin et menacé continuellement par les avalanches. Un chantier où les baraquements sont enfouis sous 3 mètres de neige qui, lorsque le vent souffle, transforme le paysage en vision de cauchemar. Un chantier où, jour et nuit, l'homme lutte contre le roc dans l'hurlement des perforatrices. Cet énorme chantier nécessite des infrastructures particulières pour résoudre les difficultés logistiques, comme l'explique le journaliste Georges Hardy en 1962. Vous vous rendez certainement compte des très grandes difficultés qui se sont présentées. Pour installer ce chantier, ouvriers et machines à près de 2000 mètres d'altitude en haute montagne, il a fallu relier tous les baraquements par des galeries de bois couvertes, afin de pouvoir circuler entre dortoirs, cantines, ateliers, bureaux, magasins. De même, il fallut couvrir les dépôts, réaliser des systèmes de chauffage inédits pour assurer l'exploitation au plus fort de l'hiver. Les ouvriers furent plusieurs fois complètement coupés du bas de la vallée par des avalanches de neige et de rochers. Le chantier est aussi l'occasion de développer des nouveautés techniques.
Sitôt que le tunnel fut creusé de quelques centaines de mètres, on y installa bien à l'abri le complexe de concassage et de préparation des agrégats. Le problème du transport de ces agrégats jusqu'aux bétonneuses fut résolu du côté italien par un va-et-vient de wagonnets de Cauville, alors que du côté suisse, on mit au point une installation qui très probablement va faire école. Il s'agissait d'un interminable chemin roulant, un ruban transporteur continu. Système qui a été rendu possible grâce à l'installation d'une station de concassage qui suivait de très près le front d'avancement des travaux et qui permettait de réduire les gros blocs que l'on venait de faire sauter. Si l'on songe qu'il y a 90 ans, au Saint-Gothard, des chevaux tiraient péniblement des wagons chargés à bras d'hommes, on se rend compte des progrès accomplis. C'est également le moment de s'intéresser aux hommes qui luttent contre la roche. En 1960, les journalistes Paul Daniel et Jean-Paul Martin sont montés en plein hiver à la rencontre des ouvriers de chantier. Ils interrogent un natif de la vallée de Bagne qui leur raconte son rôle dans le tunnel et son quotidien. Je m'occupe du béton. Je suis chef maçon pour le béton. Et les coffrages, profil, bétonnage. C'est-à-dire que vous restez combien d'heures par jour ici à l'entrée du tunnel? De 10 à 15, ça dépend les jours. C'est pas quelquefois un peu long, 10 à 15 heures? Oui, des fois 20 heures. Vous voyez, les jours de bétonnage, ça fait 20 heures. Oui. Puis vous restez combien de temps ici sans descendre en plaine? 15 jours, un mois. C'est pas trop dur quelquefois de rester ici pendant 15 jours, un mois sans descendre? Un petit peu, hein. À fois. C'est notre boulot. Mais lorsque vous êtes en bas... on se rattrape un petit peu. C'est-à-dire? Faut essayer de vivre un peu avec les civilisés, pas toujours avec ceux du tunnel. Est-ce qu'il y a des moments où vous trouvez que c'est dur et que vous avez envie de tout lâcher? Oui, ça arrive. Ça arrive, ça. Quand? À quel moment? Les jours de poisse, au boulot, Qu'est-ce que vous appelez un jour de poisse? Ça ne va pas comme on s'entend. Un accident, quelque chose. Des accidents, il y en a sur le chantier. Juste avant le dernier percement de la roche, l'aumônier du chantier tient à rendre hommage à ceux qui ont laissé leur vie sous la montagne. Et l'ouvrier a souvent payé, ou de ses souffrances, ou même de sa vie, ce tunnel. Vous touchez là un point, c'est sûr, très sensible pour nous, aumôniers de chantier, mais j'aimerais évoquer, puisque vous me donnez l'occasion, les deux qui ont payé de leur sang, de leur vie, Tavelli de Brescia et puis notre compatriote d'Isérable, Crétenant Robert. J'associe également tous ceux qui ont eu des jambes cassées, des pieds cassés, et puis aussi Léon Ottinger qui a laissé sa main droite ici et qui a quitté le chantier avec un humour formidable, qui nous a donné l'exemple de l'esprit vraiment chrétien et de force. Après 4 années de travaux sous la roche, dans l'humidité et l'obscurité, il ne reste qu'un petit mur qui sépare les deux chantiers. Les travaux ont été remarquables de précision. Avant la dernière explosion qui permettra aux ouvriers italiens et suisses de se rencontrer, une croix noire a été dessinée sur le mur des deux côtés du chantier. Précédant les explosifs, les ouvriers italiens percent un petit trou à la pioche au milieu de leur croix, et la pointe de la pioche ressort exactement au milieu de la croix côté suisse. Ce petit trou a d'ailleurs très vite trouvé une utilité, comme l'explique un des responsables du chantier en 1962 au micro de Michel Deneria. Mais je crois savoir que ce petit trou entre la Suisse et l'Italie a déjà servi à quelque chose. Oui, l'autre. Dès la dernière volée tirée, les Italiens ont passé un tuyau et nous ont envoyé 10 litres de Chianti, ce qui a fait que le contremaître s'est trouvé quelque peu ému ce jour-là. Et nous-mêmes, nous avons envoyé quelques paquets de cigarettes en les poussant par des bourroirs. Si bien que si les Italiens ont déjà fumé des cigarettes suisses, ils n'ont pas encore goûté, du moins officiellement, le vin suisse. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il serait, je crois, sympathique et symbolique de prendre avec nous ce soir une bouteille de fendant, de bon fendant valaisan. Et cette bouteille de fendant, nous la remettrons tout à l'heure, dans environ 1 heure, au premier travailleur italien qui aura franchi ce tunnel et que nous croiserons au milieu de ce tunnel. Pour faire vivre aux auditeurs et auditrices le dernier percement du tunnel du Grand Saint-Bernard, la radio suisse romande a mis en place ce 5 avril 1962 un dispositif spécial. Un journaliste, Claude Mossé, assiste à cette dernière explosion parmi les ouvriers côté italien.
Un autre, Michel Deneria, se trouve du côté suisse. Un troisième, Émile Garda, est monté à l'hospice du Grand Saint-Bernard et le présentateur Jean-Pierre Goretta distribue la parole entre les trois. À noter que cet événement n'est pas que radiophonique. La télévision aussi va suivre le percement en direct. C'est la première fois que la dernière partie du percement d'un tunnel est filmée par la télévision, ce qui explique l'inquiétude des techniciens qui ne savaient pas si, avec le souffle de l'explosion, un caillou allait atteindre le téléobjectif ou les lampes. L'ambiance n'est pas la même des deux côtés du mur. Michel Deneria décrit l'atmosphère côté helvétique. J'ai dit ici le tunnel, je devrais dire ici Hollywood, car nous sommes pratiquement à Hollywood. Il y a tout d'abord ces projecteurs, toute cette lumière, cet éclairage agiornaux dispensé par les soins de nos confrères de la télévision. Il y a ensuite, si l'on ose dire, tous ces figurants, c'est-à-dire les invités, les autorités, les journalistes et autres privilégiés qui ont pu pénétrer dans le tunnel, mais qui sont gardés à quelques 100 mètres derrière nous, par les sourires de la police valaisanne et par quelques barrières naturellement aussi. Il y a ensuite le décor, on dirait presque du carton-pâte, mais je puis vous assurer qu'il ne s'agit pas de carton-pâte, c'est solide, c'est de la pierre, c'est du béton. Il y a les acteurs, naturellement, ce sont les mineurs, mais puis bien sûr, il y a, comme à Hollywood, il y a la vedette du jour. Et cette vedette, c'est ce mur qui est là devant nous et qui explosera, si tout se passe bien, ce que j'espère de tout cœur, qui explosera tout à l'heure à 21h17, c'est-à-dire dans quelques 45 minutes. Claude Mossé, situé du côté italien du tunnel, est loin d'Hollywood. La galerie autour de lui est plus étroite et moins fréquentée. J'ai peine à imaginer qu'il n'y a, disons, 1 mètre en tout et pour tout de pierre et de rocailles qui sépare l'Hollywood de Michel Deneria de la grotte de boue et de roc dans laquelle nous avons déjà passé une partie de la journée et dans laquelle nous allons achever cette soirée et par laquelle nous rejoindrons tout à l'heure Michel Deneria avec une bouteille de Chianti que nous serons très heureux de lui offrir avec les mineurs italiens qui sont autour de nous. Le décor, je vous l'ai dit, c'est une grotte de boue et de rocailles. Ici, le tunnel du côté italien est évidemment moins large par son profil que le tunnel suisse, pratiquement achevé. Les roches sont encore saillantes. Nos techniciens sont agrippés après ces rocs et ne seraient les projecteurs des caméras de nos confrères de la rail. Évidemment, on pourrait imaginer toute autre chose qu'un futur tunnel routier. Le moment historique approche. Les explosifs sont installés et la mèche est allumée. Allô? Deneria, c'est Goretta, vous m'entendez? Je vous entends, Goretta. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Écoutez, c'est absolument extraordinaire. Les gens se sont bouchés les oreilles partout, bien sûr, mais je n'aperçois presque plus rien, car je vous l'ai dit, la foule a envahi le tunnel et maintenant nous attendons l'explosion dans quelques secondes. Et alors, si vous êtes d'accord, Goretta, je vous quitte pour me boucher les oreilles à mon tour. Et je vous dirai après l'explosion ce qui s'est passé. Allô? Nous sommes 3000 à attendre ici le bruit infernal. Ici, nous ne sommes que 15. Pardon? Du côté de Mossé, on n'est que 15, paraît-il. Eh bien, du côté suisse, c'est absolument extraordinaire. Les barrages ont été franchis et je suis maintenant protégé par quelques agents de la police valaisanne pour éviter d'être écrasé par les photographes, par les reporters et par les journalistes et par les invités. Deneria, oui. Si vous m'entendez, j'aimerais que nous fassions le silence et que nous écoutions maintenant. Nous écoutons. Car ça ne saurait tarder. Il y a encore le cri de... Vous entendez un signal contre la paroi? Oui, j'entends. On parle beaucoup encore du côté italien. Les mineurs se sont reculés jusqu'à nous, donc ça ne saurait tarder, la mèche est allumée. Depuis déjà 2 minutes, nous dit-on. On nous fait signe que ça ne saurait tarder, c'est d'une seconde à l'autre. Il y a...
tunnel du Grand Saint-Bernard est percé. C'est officiel, le tunnel du Grand Saint-Bernard est percé. L'Italie et la Suisse se sont réunis à travers la montagne. Après l'explosion, les ouvriers désencombrent le trou qui s'est formé en enlevant la pierre. À la radio, le travail de la roche et les cris de joie se mélangent. Une fois les roches dégagées, les ouvriers se rejoignent et s'enlacent. Des drapeaux suisses et italiens font leur apparition. S'ensuit un moment de cacophonie et de confusion pour les deux journalistes de la radio suisse romande qui tentent de se retrouver parmi la foule pour officialiser ce moment par la poignée de main tant attendue. Notre casque a été arraché, je ne sais plus ce qui se passe. Tout le monde s'embrasse. Nous sommes exactement sur le sommet. Je cherche Michel Deneria. Je ne sais pas s'il est dans cette mer humaine. Je ne vous aperçois pas, Claude Mossé. Où êtes-vous? Bon, Michel Deneria, Mossé se trouve au sommet du tunnel. Essayez de le joindre. Je vais essayer de le faire, mais ils sont déjà une bonne... Oui, je vous entends, Mossé. Alors, essayez de rencontrer, agitez le bras, faites quelque chose. Essayez de rencontrer Deneria. Oui. Vous m'entendez? Oui. C'est que j'ai soin encore d'une bouteille de fendant, ne l'oubliez pas. Jean-Pierre Doretta, nous nous trouvons exactement au sommet. À la limite de l'explosion, nous sommes au milieu des Suisses, des Italiens. J'arrive au sommet aussi. Leur casque, Michel Deneria, où êtes-vous? Je vous cherche. J'arrive au sommet, Jean-Claude Mossé, pardon. Jean-Pierre Doretta est au studio, nous le savons. Et il ne vit pas cet instant absolument extraordinaire où nous pénétrons dans la foule. Helvético italienne, une bouteille à la main, à la recherche d'un Claude Mossé que nous ne voyons pas. À boire, monsieur, vous êtes le premier Italien. Je vous offre cette bouteille de fendant. J'aimerais le faire devant Claude Mossé, que je cherche, car maintenant, c'est une ruée invraisemblable au sommet de cette jonction. J'ai fait la connaissance d'une bonne dizaine d'Italiens, et pas de Claude Mossé. Claude Mossé, où êtes-vous? Je suis dans la mer humaine, sous un drapeau italien et à côté d'une bouteille de Chianti, à gauche. Je vous vois. Je suis sous le drapeau suisse, Claude Mossé. Je vous cherche. Voilà. À votre gauche. Je vous cherche. Ici, Claude Mossé, à votre gauche. Ah, je vous cherche. Ici. Michel. Bonsoir, Claude. Voilà. Bonjour, Michel. Il est 21h40. Voilà. Nous pouvons nous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Claude. Voyez une main historique. Ah oui. Allez, ça va bien? On t'embrasse. Voilà. Virilement. Virilement. Je salue en vous l'Italie qui pénètre en Suisse. Et je salue en vous la Suisse qui vient de pénétrer en Italie. Et je vous donne cette bouteille de fendant pour que vous la remettiez à l'une des personnes qui est avec vous. Bouteille de Chianti, mais je ne sais pas si notre liaison n'est pas coupée. Voilà, parce que nous sommes perdus. Qu'est-ce que le percement de ce tunnel routier va changer pour la petite communauté de chanoines qui vit dans l'hospice du Grand Saint-Bernard? Avec le tunnel, l'hospice n'aura-t-il plus de randonneurs à accueillir? Peu de temps avant le dernier percement du tunnel, le journaliste Émile Garda demandait au prieur ce qu'il pensait du devenir de l'hospice du Col. Mais dites-moi, monsieur le prieur, de ce fait même du percement du tunnel du Grand Saint-Bernard, l'hospice du Col ne veut plus dire grand-chose maintenant, non? Oh, en tout cas, comme monastère, comme couvent, il aura toujours sa raison d'être si nous pensons que sur ce col, on prie depuis plus de 2000 ans, depuis, presque 3000 ans, on en a des vestiges. Alors, à ce point de vue-là, le monastère aura toujours sa raison d'être. Quant au passage, eh bien, l'avenir nous dira s'il perd complètement son importance ou bien s'il, au contraire, comme beaucoup le prétendent, s'il va prendre davantage d'importance. Et il y aura toujours des chanoines au Grand Saint-Bernard? On espère, oui, si rien n'intervient. Je pense que nous serons fidèles à la garde du col ici où nous sommes depuis bientôt 1000 ans. En 1962, le tunnel est officiellement creusé. Mais il faudra encore attendre 2 ans de travaux avant que les voitures puissent enfin l'utiliser. Le 24 mars 1964, le grand jour est arrivé. Une Fiat 2300S, conduite par l'héritier du carrossier turinois Pininfarina, s'apprête à franchir pour la première fois du sud au nord le nouveau tunnel du Grand Saint-Bernard. La radio est présente pour interviewer ce premier utilisateur. Jeudi matin, 8h, entrée sud du tunnel du Grand Saint-Bernard. Vous êtes, monsieur, le premier pilote qui va traverser du sud au nord ce tunnel. Puis-je vous demander de vous présenter? Bon, mon nom est Sergio Pininfarina et présent ici avec la Lausanne 64, c'est la voiture destinée à passer comme première le tunnel du Sud-Nord.
Et vous êtes content d'être le premier à passer sous cette montagne, ou bien quels sont vos sentiments juste avant? Bon, les sentiments que nous avons sont des sentiments, je pense, très simples, mais je tiens à vous dire dans cette occasion que c'est vraiment l'amitié qui nous lie avec votre nation, qui nous fait particulièrement plaisir en ces moments d'être présents dans toute cette grande organisation du Saint-Bernard, qui servira certainement à nous faire entendre et savoir plus voisins et plus amis encore que dans le passé. Les premières voitures traversent le tunnel de presque 6 km qui aura mis 6 ans à voir le jour, sans compter les années de discussion en amont. Un utilisateur est interrogé par Daniel Favre. Après avoir traversé le tunnel, quelles sont vos impressions? Il est un peu court ou bien? C'est presque trop court, je trouve. Oui. On entre et on ressort. Oui, en effet, c'est très rapide. Est-ce que vous avez été déçu, au contraire, emballé? Pas du tout, au contraire. Oui, c'est magnifique comme construction. Est-ce que vous attendiez à cela ou quelle a été votre surprise? Eh bien, je n'étais pas très surpris en somme, puisque j'avais déjà vu à plusieurs reprises le tunnel pendant sa construction. Depuis son inauguration, le tunnel a été fermé en septembre 2017 durant 3 mois, suite à l'effondrement d'une poutre soutenant la dalle de ventilation. L'accident n'a fait aucun blessé. Après l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en mars 1999, qui fit 39 morts, on décida la construction d'une galerie de service et de sécurité au Grand Saint-Bernard. Galerie qui a été officiellement inaugurée en juillet 2022. Depuis son ouverture, le tunnel du Grand Saint-Bernard a vu passer des millions de véhicules. Dans les années 2000 et 2010, le nombre de véhicules passant chaque année dans le tunnel se situe autour de 600 000, allant parfois jusqu'à plus de 700 000 et avec un pic de fréquentation à plus de 800 000 en 2001, peu de temps après l'incendie au tunnel du Mont-Blanc. C'est la fin de cet épisode de 1001 Archives, un podcast proposé par les archives de la RTS. Pour cet épisode, on retrouve Amandine Rosset à l'écriture et à la recherche d'archives, Sophie Richard à la narration et Grégoire Moll à la production. L'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de ce récit et d'autres archives sonores et audiovisuelles sont à retrouver sur notre site internet rts.ch/archives. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur l'application Play RTS, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute habituelle.